Bonjour à tous et bienvenue sur Ouest France pour cette toute première émission d'Un autre tour. Une émission qui sera consacrée à l'actualité du Tour de France, le 110e, qui démarrera ce samedi 1er juillet. Et pour cette première, je serai accompagné de deux éminents spécialistes, Vincent Côté, Gaspard Brémond. Comment allez-vous, messieurs, à quelques jours du grand départ ? Bonjour Julien, très impatient, surtout au lendemain d'un championnat de France remporté par Valentin Madouas avec la manière. On sait qu'on va avoir du grand spectacle pendant 3 semaines. Salut Julien, salut Vincent. Très impatient aussi. C'est le plus beau mois de l'année qui commence dans quelques jours, donc très hâte à ce Tour de France et beaucoup de surprises en perspective. Alors tout d'abord, on va commencer par le parcours. Ce Tour de France 2023 va partir donc de Bilbao, dans le Pays basque espagnol. Au programme, 21 étapes qui emmèneront le peloton des Pyrénées aux Alpes, en passant par le Massif central. Et évidemment, une arrivée le 23 juillet prochain sur les Champs-Élysées, après plus de 3400 km de course. Alors messieurs, que pensez-vous de ce parcours ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, Gaspard ? Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est le grand départ au Pays Basque de Bilbao. La dernière fois que le Tour de France était parti de là-bas, c'était en 1992. Donc ça remonte quand même déjà maintenant. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de ferveur. On connaît la passion qu'éprouvent les Basques par rapport au Tour de France. Il y a eu beaucoup de grands champions basques dans l'histoire du vélo. Et surtout, donc, il y a 2 étapes très accidentées pour commencer, très nerveuses, avec beaucoup de relief. Donc parfois le Tour de France a débuté assez mollement et là ça va être un feu d'artifice d'entrée avec une première journée très compliquée, 2 cols pour terminer dans les 40 derniers kilomètres, donc attention déjà aux premiers écarts. Et puis le dimanche, une arrivée sur Saint-Sébastien exceptionnelle avec la côte de Jaïskibel que les amateurs de vélo connaissent bien parce que c'est la côte de la Classica Saint-Sébastien. Donc très très dur aussi. Donc ce départ, moi il me fait assez saliver, ouais. C'est vrai qu'on va avoir un grand départ en fanfare avec tout de suite, on peut penser les favoris du Tour aux avant-postes. Personnellement, moi j'ai hâte d'être en début de deuxième semaine, le week-end, avec l'ascension du Puy-de-Dôme. Le Tour de France n'est plus allé sur les hauteurs de Clermont-Ferrand depuis 1988. Et on sait que cette ascension mythique, qui rappelle le duel Jacques Anquetil-Raymond Poulidor en 1964, est particulièrement attendue. Il n'y aura pas de public sur les 4 derniers kilomètres de l'ascension, mais il y aura un spectacle à couper le souffle, ça c'est une évidence. En fait, ce qu'on peut dire de ce Tour de France, c'est qu'il va être très très dur. Je crois que c'est le 2e Tour de France le plus difficile dans l'histoire de la Grande Boucle en termes de dénivelé positif. Le plus difficile, il me semble que c'était en 2020. En fait, ça n'arrête pas. Tous les 2 ou 3 jours, il y a des étapes nerveuses, il y a des ascensions à répétition. C'est fini, les Tours de France d'il y a 15-20 ans où il y avait parfois 4 ou 5 étapes de plat pour les sprinteurs. Là, c'est vraiment un enchaînement de difficultés, Vincent. Oui, et puis c'est une épreuve qui dure 3 semaines, où l'endurance va être capitale, où la résistance va vraiment faire la sélection, parce qu'on a une dernière semaine qui est absolument terrible sur le plan du dénivelé, tu le disais Gaspard, mais aussi avec l'ascension de la Lose, des cols mythiques toujours, et où les organismes seront mis à rude épreuve. Et la question du chrono également, il n'y aura qu'un seul chrono, c'est bien ça ? Ouais, ça va changer aussi peut-être la donne ? Oui, il sera en 3e semaine, juste après le jour de repos. En plus, donc ça ajoute un petit piment quand même, parce qu'on ne sait jamais comment les corps réagissent après une journée de repos. Il est assez court et il est en montagne. Donc il n'y en a qu'un, il est en montagne. A priori, ce n'est pas pour déplaire aux grimpeurs, qui voilà une opportunité quasi unique en fait de gagner le Tour, ou en tout cas de monter sur le podium. Et il sera intéressant de voir ce qui va se passer, parce qu'on peut dire que les purs grimpeurs peuvent en profiter, mais un dernier chrono de Tour de France, c'est toujours assez singulier, quoi. C'est-à-dire que c'est la forme, vraiment la forme du moment qui va déterminer beaucoup de choses. Donc est-ce que les purs spécialistes vont quand même essayer de tirer leur épingle du jeu ? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça va surtout être les hommes forts du général, comme souvent sur un dernier chrono de Tour de France. Donc on vient de le voir avec vous, tout cela s'annonce passionnant. De son côté, Kevin Guinel, lui, s'est attardé sur les 6 étapes à ne pas manquer de ce Tour de France 2023. On dit que les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures. Eh bien, les étapes du Tour de France aussi, cette année, on ne lit pas dans une boule de cristal, mais on a quand même du mal à croire l'inverse. 4 des 5 étapes les plus courtes cette année devraient avoir une incidence sur le classement général. Allez, on commence par la première étape pyrénéenne, sans doute pas celle qui dessinera l'avenir du Tour de France, mais quand même, l'enchaînement Aspin-Tourmalet et l'arrivée à Cauterets, quelques kilomètres plus loin, devraient déjà donner de premiers indicateurs.
Ensuite, il y aura la journée vers le Grand Colombier qui nous en dira beaucoup plus sur l'état de forme des coureurs. 2 semaines se seront déjà écoulées et les favoris joueront certainement carte sur table dans la dernière ascension longue de 17 km. Dans le genre de l'exercice très court, il y a aussi le contre-la-montre. Il n'y en aura qu'un cette année, 22 km entre Passy et Combloux. Pas le tracé le plus complexe, mais un final escarpé avec la côte de Domancy. En début de 3e semaine, il pourrait installer un peu plus les écarts. Les étapes alpestres et alsaciennes auront elles aussi leur mot à dire, notamment celle de Courchevel, puisqu'il y aura le col des Saisies, le Cormet de Roseland, mais aussi le col de la Lose en point d'orgue. Personne ne pourra véritablement se cacher, ni le mercredi, ni 3 jours plus tard au Markstein, car si le maillot jaune reste encore ouvert à cette période, c'est dans le massif des Vosges que tout se jouera, et au regard du format sprint de cette étape, il y aura forcément du spectacle. Et puis, il fallait bien une exception qui confirme la règle. L'étape est un petit peu plus longue que les autres, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Le Puy-de-Dôme est évidemment coché dans le carnet de route des favoris. Les 4 derniers kilomètres mettront n'importe quel coureur au supplice. Vous l'aurez compris, les étapes les plus courtes ont tout pour être les meilleures. Et après tout, faire bref et concis, c'est un peu dans l'air du temps. Messieurs, les bases sont posées, on connaît le parcours. Maintenant, passons aux favoris de cette 110e grande boucle. Et pour le coup, on s'attend presque à seulement un mano-mano entre Jonas Vingegaard, vainqueur l'année dernière, et Tadej Pogacar, lauréat 2020 et 2021. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Gaspard ? Complètement. Je pense qu'on aura le droit à un vrai duel. J'allais dire à l'ancienne, mais pas tellement. C'est un duel des temps modernes entre... 2 épouvantails qui ont écrasé une bonne partie de la saison cette année. Vincent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais a priori, sauf si la Station spatiale internationale tombe sur Terre en mois de juillet, personne d'autre peut les battre. Exactement, c'est la revanche attendue de l'an dernier. Effectivement, ils sont bien au-dessus du lot, en l'absence de Remco Evenepoel et de Primož Roglič, qui sont les autres grands spécialistes vainqueurs de grands tours. Mais Tadej Pogacar sera particulièrement revanchard parce que l'an dernier, il a été surpris, pris en étau un petit peu par l'équipe Jumbo-Visma où Vingegaard et Roglič l'avaient harcelé dans les Alpes. Je pense qu'il a tous les atouts pour aller décrocher un 3e Tour de France. Il a été très bon en début de saison. Faut se souvenir que sur ses 19 premiers jours de course, il a remporté 12 victoires. Il a juste dû... abandonné à Liège-Bastogne-Liège en raison d'une chute et il s'est fracturé le poignet. Là, il sort de 2 gros stages en montagne avec 2 titres de champion de Slovénie en contre-la-montre et sur route. Je pense qu'il va être plus que jamais candidat à la victoire. Ouais, c'est ça, sur cette année, c'est le Tour de l'Andalousie, Paris-Nice, Tour des Flandres, l'Amstel, la Flèche Wallonne et donc le championnat de Slovénie. Et justement, ça va peut-être se jouer au niveau des équipes, puisque justement l'année dernière, la Jumbo avait beaucoup attaqué Pogacar. Est-ce que là, il y a toujours cette différence d'équipe, de niveau d'équipe ? Alors pas tout à fait. Je dirais que l'équipe de Tadej Pogacar s'est un peu renforcée quand même par rapport à l'an passé. Ils ont recruté notamment le Britannique Adam Yates, qui est un coureur de général et qui va devoir du coup là se muer en équipier pour Pogacar. Et à la différence de l'an passé, l'équipe Jumbo-Visma, elle n'aura plus Primož Roglič. Là, c'est un handicap quand même pour Jonas Vingegaard, parce que c'était celui qui avait fait basculer le Tour de France l'an passé dans l'étape du Granon. Donc il ne sera plus là. Après, il a été très très bien remplacé aussi. Il y a des coureurs comme Kelderman, comme Kuss, comme Van Baarle. Il y aura bien sûr Wout van Aert qui sera là aussi, qui est vraiment l'homme clé de cette équipe aussi. Alors, toi, tu parlais, Vincent, de Pogacar. Moi, j'ai quand même envie d'insister sur Vingegaard, qui, pour moi, sera de nouveau le grand favori. Pogacar a énormément gagné aussi cette année, avant sa blessure, mais Vingegaard, il a quand même déjà gagné 12 fois en 24 jours de course, donc c'est aussi un bilan phénoménal. Personne ne le connaissait il y a 3 ans. Jonas Vingegaard. Aujourd'hui, tout le monde le connaît parce qu'on ne voit que lui dans les courses par étapes. Il a gagné le Tour du Pays Basque, il a écrasé le Dauphiné, le Critérium du Dauphiné là, il y a 2 semaines. Avec une facilité vraiment déconcertante. Il ne fait pas le même métier que les autres. Sur l'étape du samedi en haute montagne, il est parti tout seul à 5 km de l'arrivée. Plus personne ne l'a revu. Et il a presque eu le temps de débrancher un petit peu sur les 500 derniers mètres. Et il est arrivé pas très essoufflé en haut. J'y étais et c'était quand même assez impressionnant de voir ça. Donc je pense que s'il est à ce niveau-là sur ce Tour de France, il n'y aura pas match avec un Pogacar qui est de retour de blessure. Certes, qui sera sans doute très fort. Mais sur 3 semaines, je pense qu'il va payer à un moment donné sa petite méforme, Pogacar.
Ne crois-tu pas, Gaspard, que Jonas Vingegaard est arrivé en forme trop tôt? Tu disais que tu étais envoyé spécial sur le Dauphiné. C'est vrai qu'il a atomisé la concurrence sur le critérium du Dauphiné. Mais le Tour de France, c'est long, c'est 3 semaines. On a insisté tout à l'heure sur la difficulté du parcours. Peut-être que son pic de forme sera passé. C'est le risque. Après, il a quand même pas beaucoup couru cette année non plus. À la différence d'un Pogacar, il n'a pas fait les classiques ardennaises, les classiques flandriennes. Donc il s'est préservé. Il a fait 2 mois en altitude en début d'année. Et puis là, ce mois de mai, avec encore un rappel dans l'altitude dans les Alpes à Tignes. Je pense qu'il s'est quand même bien géré. Toute son équipe est ultra pro. Moi, je ne vois pas honnêtement la mauvaise surprise au niveau de sa forme sur Vingegaard. Et justement, est-ce qu'on peut voir vraiment en un mot, en choisir un chacun, peut-être, un coureur qui pourrait jouer les troubles faits pour la victoire finale? Un coureur étranger? Oui, par exemple, Enric Mas, Mikel Landa. Oui, peut-être Richard Carapaz. Gaspard? Moi, je vais miser sur un coureur d'Ineos parce qu'ils sont souvent là sur le podium. Alors, cette année, ils n'ont pas forcément de grands leaders capables de gagner le Tour. On se souvient d'avant, Froome, Bernal, Geraint Thomas. Je vais miser sur Daniel Martinez. Enfin, je mise sans trop miser quand même. Je pense qu'ils sont vraiment à des années-lumière des deux dont on vient de parler. Il y a vraiment une multitude de coureurs. On peut en mettre 5, 6, 7 dans cette catégorie des outsiders qui visent le podium. Mais alors, si les coureurs qu'on vient de citer là gagnent le Tour, je pense qu'avec Vincent, on peut prendre quelques paris osés pour la fin de juillet. Exactement. C'est une cote assez inattendue. On reviendra vers vous pour les paris. Donc on se dirige vers un duel Vingegaard-Pogacar, sauf grande surprise, ça sera les 2 grands favoris. On a également posé la question à Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, et il nous parle également des chances françaises. Il s'est confié à Baptiste Cognier. Alors les favoris pour la victoire finale, je ne vais pas être original, c'est selon moi Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, à eux deux les vainqueurs des 3 derniers Tours de France et qui disposent d'une belle marge encore sur la concurrence. C'est du vélo, c'est une course de vélo, donc il peut toujours y avoir des aléas, mais si ces 2 coureurs sont en pleine possession de leurs moyens, et ça sera sans doute le cas, et qu'ils n'ont pas de problème, je ne vois pas qui peut rivaliser avec eux. Il y a des belles choses. David Gaudu, 4e l'an dernier à la pédale, je le rappelle. Donc il peut jouer le podium, objectivement. Ensuite, des victoires d'étape, pourquoi pas. Pourquoi pas un maillot distinctif. Je pense à un maillot aqua, par exemple. Pourquoi pas de Julien Lafilippe. Ça pourrait totalement être dans les cordes. On peut aussi espérer un maillot jaune, pas sur le podium des Champs-Élysées, mais un maillot jaune au début de course, comme Julien Lafilippe nous a déjà réalisé par 3 fois, ou 2 fois en tout cas, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, des victoires d'étape, classement annexe et un top 5 au classement général. Alors si j'ai bien noté, Gaudu pour le général, des victoires d'étape, les maillots distinctifs. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Thomas Voeckler, Vincent? Oui, tout à fait. Il a tout résumé. David Gaudu veut monter une marche supplémentaire, 4e en 2022. Il veut être sur le podium cette année avant d'espérer un jour peut-être aller succéder à Bernard Hinault. Et ensuite, ce sont les victoires d'étape. Il faut savoir que l'an dernier, les Français ont été un petit peu décevants. Une seule victoire d'étape, celle de Christophe Laporte. Cette année, on espère plus, on espère mieux. Déjà avec Julien Lafilippe, qui lui était absent en 2022. On sait qu'à chaque fois qu'il vient sur le Tour, tu ne me démentiras pas, Gaspard, ouais. Il gagne des étapes et il porte le maillot jaune. Ça fait 3 tours de suite. 3 tours de suite, donc voilà, on sait que c'est une valeur sûre. Il sort d'un critérium du Dauphiné où il était en très bonne condition. Donc on peut compter sur lui, comme sur Benoît Cosnefroy, qui a le punch sur les 2 premiers jours au Pays Basque, mais aussi Guillaume Martin, Romain Bardet. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thomas Voeckler. Alors, je te reconnais bien là, Vincent, d'être d'accord avec un Vendéen. Mais moi, je mettrais quand même Romain Bardet et Guillaume Martin dans la lutte pour le général. Romain Bardet, il a un peu moins couru cette année. Il a couru sur le Tour des Suisses. Il est un peu plus libéré dans une équipe étrangère. Il a un peu moins la pression, on va dire. Et je pense qu'il va nous faire un bon Tour de France. Alors, je ne dis pas qu'il va gagner le Tour de France ou faire podium, mais je pense qu'il sera dans les 5, 6, 7 premiers du Tour. Et on a Guillaume Martin, qui est aussi un habitué du top 10 du Tour de France. Il a fini 8e du Tour il y a 2 ans de mémoire. L'an passé, c'est le Covid qui l'a mis hors course. Mais il ne se rate rarement, Guillaume Martin. Donc je pense qu'il sera là. Il est un petit peu en dessous des autres, en haute montagne sans doute encore aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'il va nous décevoir.
Non, et il faut aussi ajouter Thibaut Pinot à cette liste parce qu'il sort d'un très bon Tour d'Italie où il a terminé à la 5e place, meilleur grimpeur. Thomas Voeckler abordait les maillots distinctifs. Il a le profil, Thibaut Pinot, pour sa dernière année, pour son dernier Tour de France, pour aller chercher le maillot après, meilleur grimpeur. Donc ça va être aussi le feuilleton de ces étapes de montagne, la dernière saga de Thibaut Pinot, le coureur préféré des Français. Donc on sait qu'en montagne, on aura des candidats à la victoire. Je pense que les Français, t'en parlais Vincent, peuvent jouer des maillots distinctifs. Et celui, à mon avis, qui est le plus à leur portée, c'est le maillot à pois. De par leur tempérament, les Français aiment aller à l'avant sur le Tour de France, dans les échappées, en montagne. Donc on a du Thibaut Pinot, du Warren Barguil, pourquoi pas du Alaphilippe, qui peuvent viser ce maillot. Romain Bardet peut aussi, par exemple, basculer sur cet objectif-là. Je pense que ça va être un enjeu de la 2e et 3e semaine du Tour, ce maillot-là. Alors on se souvient que les dernières années, c'est souvent le vainqueur du Tour de France qui a aussi décroché le maillot à pois. Peut-être que cette année, Vingegaard ou Pogacar va aussi l'empocher. Mais en tout cas, pour moi, ça peut être une carotte assez sympa sur ce Tour de France, le maillot à pois. Oui, complètement. Et puis, on sait qu'il y a une grande tradition de baroudeurs en France. Donc, on espère aussi que des garçons comme Lilian Calmejane, Dorian Godon, Clément Champoussin, Mathieu Burgodeau, la liste n'est pas exhaustive, mais pourront se montrer parce que le Tour de France est la plus grande course au monde. Et on n'a pas tant de Français que cela au départ de cette édition. Et donc, ce sera un moment privilégié pour eux, pour se montrer et rivaliser dans un contexte international très relevé. Justement, on va parler de Français qui gagnent. C'est le petit conseil lecture de la journée, la réédition des longs formats sur Bernard Hinault aux éditions Ouest France par la rubrique Prolongation. Il faut vraiment la lire, c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses dessus. C'est déjà la fin de se laisser. C'est terminé pour cette toute première émission d'À notre tour. Merci Vincent, merci Gaspard. Et nous, on se retrouve lundi prochain sur Ouest France.